Et c'est reparti. Le briquet, l'allumette, vous connaissez la suite. Pour ceux qui ont manqué le début, on vous fait un récap. Sans spoiler, tout le monde le sait, fumez tue. Concrètement, ça veut dire quoi ? La science a démontré que si vous brûlez du tabac pour l'inhaler régulièrement, vous avez à minima, et sans parler des autres complications cardiaques et pulmonaires, 50% de chance de mourir d'un cancer dû à votre tabagisme. C'est littéralement une chance sur 2. Alors, pile ou face ? Perdu. Nous avons appris des choses au cours de notre enquête. Quand une alternative à la cigarette, légale et réglementée, est majoritairement adoptée par la population, comme les sachets de nicotine en Suède, la prévalence tabagique s'effondre, quel que soit le prix du paquet de clopes. La nicotine utilisée dans les snus, les patchs, les gommes ou la vape est addictive, mais sans conséquence sur la santé. C'est la combustion qui tue. Les arômes des produits nicotinés ne sont pas juste agréables, ils participent à la réussite du sevrage tabagique, et le soi-disant effet passerelle, qui pousserait les jeunes vapoteurs vers la cigarette, n'a jamais été prouvé. Alors oui, nous sommes partie prenante. Nous savons maintenant que d'un point de vue médical, physiologique, financier, statistique, le vapotage sauve des vies. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le savoir. Pire encore, pour lutter efficacement contre le tabagisme dans un monde comme celui d'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir raison. Si vous êtes fumeur, la bonne nouvelle, c'est que des solutions existent pour vous sortir du tabagisme. La mauvaise, c'est qu'aucune n'est universellement idéale et que certaines, parmi les plus efficaces, ne font pas l'unanimité dans l'opinion publique, ni même au sein du corps médical. C'est le cas du vapotage, qui se heurte encore à des idées reçues tenaces d'un côté et à un manque d'enthousiasme souvent frileux de l'autre. Pour comprendre une partie de ces réticences, il faut remonter jusqu'en 1991. Quand éclate le scandale du sang contaminé, les Français découvrent avec horreur qu'en pleine épidémie de VIH, les politiques, les institutions médicales et financières n'ont pas joué leur rôle et que depuis les années 80, un grand nombre de patients transfusés ont été contaminés par le virus du sida à leur insu. Le pays fait face à une crise sanitaire sans précédent. Le procès des dirigeants politiques impliqués, dont certains diront qu'ils se sentent responsables mais pas coupables, durera des années et c'est en 1995 que la loi Barnier, inscrite dans la Constitution, définit pour la première fois en France les contours de ce que l'on appelle le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est précisément un des arguments les plus souvent utilisés à l'encontre de la vape. Pourtant, en 20 ans d'existence, le vapotage n'a factuellement fait aucune victime. Alors pourquoi ce réflexe du principe de précaution ? Avec le recul et les études sérieuses dont on dispose aujourd'hui, qui démontrent son innocuité, comment expliquer l'absence de consensus à propos de la cigarette électronique ? La notion de consensus scientifique est toujours sujette à une forme de débat démocratique. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a peu d'éléments scientifiques, on l'a vu très bien pendant la pandémie, qui font un consensus au sens unanimité. Il y a encore des mythes, l'histoire de dire que la vape est plus toxique que la cigarette. Je l'ai entendu dans un service de gynéco. C'est dire, ah bah oui, non, ce qu'on entend, on ne sait pas trop, on n'a pas le recul. Merde. Oui, on n'a pas le recul, on a 15 ans de recul déjà, mais le tabac, on a du recul. Un fumeur sur 2 va mourir de sa cigarette, de sa consommation. Il n'y a pas d'autres produits légaux sur le marché qui, dans les utilisations recommandés par leurs fabricants, tuent un de leurs consommateurs sur 2. Ça n'existe pas, il n'y en a pas d'autres. Des amis que je rencontre occasionnellement qui me disent « Ouais, on ne sait pas tout sur la vape quand même, peut-être c'est dangereux ». Et donc à chaque fois, je dis « Le tabac, c'est 100%, la vape, c'est moins de 5 ». Donc en effet, c'est pas 0, mais c'est moins de 5. Je dis moi, entre les deux, je préfère le moins de 5. Bien évidemment, dans l'absolu, on n'a pas assez de recul. Mais pourquoi ça nous dérange ? J'ai envie de dire, pourquoi ça bloque ? Est-ce que ça bloque plus que ton iPhone pour lequel t'as pas assez de recul pour savoir si dans 50 ans tu vas avoir un lymphome cérébral ? Parmi ces gens, ces scientifiques qui redoutent les effets de la cigarette électronique, beaucoup ont été traumatisés par l'histoire, l'affaire, je dois dire, ou le scandale des fameuses cigarettes light. Les cigarettes light, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est interdit en Europe. C'était une tromperie inventée par les marchands de tabac pour faire croire que certaines cigarettes étaient plus légères. Dans la réalité, il y a des fumées qui sont plus irritantes et moins irritantes. Dès que la fumée n'est pas irritante, on la met au fond des poumons et on va plus abîmer les poumons qu'avec des cigarettes normales. Beaucoup de chercheurs y ont cru à la cigarette light. Il était vrai qu'il y avait moins de nicotine, ce qui, en fait, s'est retourné contre le fumeur. C'est que, ayant moins de nicotine, il s'est mis à fumer davantage. Donc,
c'était une erreur totale sur le plan scientifique que de croire que les cigarettes light allaient représenter une réduction de risque par rapport à la cigarette traditionnelle. Et le coup de massue supplémentaire est que l'industrie du tabac était cynique, elle le savait, et on s'est rendu compte que l'industrie du tabac avait caché des connaissances scientifiques et elle avait perverti et corrompu des scientifiques pour essayer de vendre des contre-arguments là-dessus. The big battles then have been in the European Union when they signed the directive in 2013-14, again in the United States, and then all over the world. There's been battles over legislation, regulation, communications, taxation. Et en fait, ça a été un très grand traumatisme qui explique, à mon avis, en grande partie les réticences de l'OMS, les réticences de beaucoup de gens de très grande qualité scientifique parmi mes collègues à aujourd'hui prendre le cheval de bataille pour dire mais non, la vape n'a absolument rien à voir avec ça. Firstly, we shouldn't have vapes being included in the same bill as tobacco, because I think that confuses the discussions that are being had. And what I mean by that is you may have some politicians who are in favour of the smoking restrictions perhaps, but not so much in the vape. But are they being asked to vote separately? No. Pour le ministère de la Santé, il y a un interlocuteur, c'est l'Alliance contre le tabac, parce qu'il considère que c'est l'association représentative de toutes les associations qui œuvrent contre le tabac. Et dedans, il n'y a aucune association qui prône la réduction des risques ou qui va défendre la vape. Le problème, c'est que les autres qui ne sont pas d'accord, on ne fait pas assez de bruit. I still see studies today that have been discredited and revoked, still being used by government, even though the evidence has been retracted because it was just wrong. Comment mieux communiquer? Tu vois, on parlait de la nicotine cancérigène, on a loupé un truc dans la communication. On voit bien que sur les addictions, la communication politique l'emporte sur la priorité sanitaire. On sait des choses, mais c'est balayé à cause de la com politique, pour pas dire politicienne. We're being muzzled by the government, by the media, to not being allowed to talk about the real evidence, not being able to challenge the misinformation. So that's allowed to fester out there with very few people being able to challenge it. Quand on voit des agences gouvernementales qui expliquent que les arômes c'est mal, que la vape c'est dangereux, quand on monte en épingle les quelques accidents qu'il y a eu avec la vape, avec les histoires aux États-Unis, des gens qui vapotaient de l'huile de cannabis et qui sont morts, qu'on dit que c'est à cause de la vape, c'est comme si on fait des infusions de poison et qu'on dit que c'est à cause de la casserole, quoi. Oh, I'm sure if we were to grind up coffee beans and try and light them and smoke them, I'm sure it would probably be very bad for our health as well. Je me dis que les mecs, ils n'y connaissent rien, quoi. Et donc, des gens qui ont le pouvoir ne connaissent pas ou se font conseiller par certains spécialistes choisis, spécifiques, et qui ont des idées bien arrêtées au départ. C'est tout le problème des experts et des liens d'intérêt. You have organizations like the World Health Organization, for instance, that's heavily funded by anti-vaping groups and anti-vaping individuals. That's not a good thing, right? A lot of the information even coming out from the World Health Organization, frankly, is ridiculous. It's not what the science shows. It's not what the evidence shows. Yet they're allowed to put out that misinformation at will. Tu sais, quand tu attrapes un combat et que tu t'enferres sur ton combat et que tu vas pas aller chercher ailleurs, puis que c'est difficile de changer d'avis quand même quand on est dans ce combat-là. Surtout quand on est persuadé qu'on a raison et qu'on n'entend pas les arguments des autres. And then what's next? Do they do the same thing with alcohol? Do they do the same thing with other adult products that they deem to be not suitable for our consumption? This is a really rocky road for a democracy to take. Quand doit s'exercer le principe de précaution? Est-ce que le principe de précaution, c'est se dire on sait pas ce truc-là, vaut mieux être prudent, on va attendre, mais on est assez tranquille pour attendre? Ou est-ce que le principe de précaution, c'est se dire il faut aller quand même l'overdriver parce que chaque année, tu as 75 000 personnes dont le décès est lié, non pas au tabac, mais à
la combustion du tabac. Vaping itself isn't that harmful, so even in the worst case scenario, those people aren't going to be harmed very much, and it would take many, many decades of constant vaping for those people to suffer serious ill health. Cette crainte, qui aujourd'hui n'est absolument pas justifiée, je tiens à le signaler, mais cette crainte, elle est difficile à totalement éluder ou balayer du revers de la main, parce que vous pouvez toujours craindre quelque chose qui n'existe pas. On est une médecine, une science jeune. Comment la développer, même quand on ne sait pas tout. Et la vape, tu vois, c'est ça aussi. On voit bien d'abord l'efficacité sur le terrain. T'as pas besoin de grands discours pour que ça marche. C'est quand même un signe intéressant en termes d'adhésion à un médicament ou un traitement de substitution. Force est de constater qu'on n'est pas devin davantage que ceux qui ont le risque. On peut juste être confiant ou ne pas partager cette anxiété, mais on ne peut pas la démontrer scientifiquement. Donc on ne peut pas résoudre le débat scientifique à ce niveau-là. Ce qu'il y a d'horrible en médecine ou en science, c'est que quand tu sais quelque chose, quand tu apprends quelque chose, forcément ça débouche sur une autre question derrière. Tu passes ton temps à ne pas savoir. Et puis parfois, tu passes ton temps à trouver des solutions sans savoir. Je prends un exemple de la maladie de Hodgkin, du lymphome de Hodgkin, qui est quelque chose qui a un lymphome qui touche surtout des adolescents, des adultes aussi. Une époque, ça tuait 80-90% de ces adolescents. Puis petit à petit, il y a eu des traitements d'essayer, tu vois. T'as complètement basculé avec 90%, voire 95% de traitements efficaces, sans savoir toujours aujourd'hui à quoi est due cette maladie de Hodgkin. Tu vois, donc à la fois, faut toujours savoir et accepter que de pas savoir ne soit pas suffisant pour pas faire. On l'a bien compris, le principe de précaution, motivé à l'origine par une prudence légitime, peut facilement devenir une posture qui limite concrètement le champ d'action du corps médical ou qui sert des intérêts politiques plutôt que de santé publique. Le principe de précaution est une bonne chose, mais appliqué à la cigarette électronique en 2025, il exprime surtout, jusque dans les plus hautes sphères, la méconnaissance d'un produit qui diminue pourtant drastiquement les risques liés à la consommation de nicotine. On ne va pas se demander si le mieux est l'ennemi du bien, mais aujourd'hui, les professionnels de santé s'accordent presque unanimement pour dire qu'en matière de lutte contre les addictions, à défaut d'une solution miracle, commencer par réduire les risques est la meilleure des choses à faire. Mais quand il s'agit de lutter contre les ravages du tabagisme, la réduction des risques n'a pas que des adeptes. Par exemple, certains scientifiques ou tabacologues, s'appuyant sur les résultats d'études menées en laboratoire, se montrent sceptiques, voire réticents quand il s'agit d'avoir recours au vapotage. Quand les patients ont à leur disposition des substituts nicotiniques aussi variés, faciles à adopter et qui ont prouvé leur efficacité, comment expliquer de telles prises de position ? Alors je pense que ça vient d'un fait qui est réel, c'est qu'il n'y a pas de petit tabagisme qui n'entraîne pas de risque de cancer ou de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que même en fumant peu, on prend un risque pour sa santé. Et donc les tabacologues puristes, scientifiques, vont considérer que donc il n'y a pas de réduction des risques en matière de réduction de consommation de tabac. Le problème de la cigarette, c'est qu'il y a peu d'usages non problématiques. Il y a peu de faibles doses. Il y a quand même une relation dose-effet qui est très claire. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de risques en fumant une cigarette par jour ou 2 cigarettes par jour qu'en fumant un paquet ou 2 paquets par jour. Ils vont chercher des arguments qui sont scientifiques et sans souplesse. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte pour accompagner quelqu'un dans l'arrêt du tabac que c'est plusieurs tentatives, que c'est plusieurs outils, que c'est tellement varié et complexe que les études, elles n'arrivent pas à rendre cette complexité. C'est difficile à tel point qu'un certain nombre d'enquêtes sur le tabac se contentent juste de demander est-ce que vous êtes fumeur, oui ou non. Ils ne demandent même pas la quantité, alors que pour l'alcool, on demande toujours la quantité. Il y a une espèce de rigidité, d'opposition systématique avec des gens qui restent sur leur position et donc ils vont pas voir à la périphérie ce qui se passe et surtout, ils étudient des textes, pas des gens. Il y a un aspect moraliste dans l'abstinence ou la prohibition qui prend ses racines dans plusieurs courants de pensée qui ont façonné l'Occident, que ce soit des racines chrétiennes, culpabilisant la personne de continuer à pécher, ou que ce soit de la pensée communiste ou marxiste qui, comme pour la pensée chrétienne, a une visée
altruiste, mais qui a ses travers, et l'un des travers est souvent de viser des absolus. Il faut souffrir pour avoir la rédemption et le paradis. Donc oui, tout ça joue dans notre culture, dans nos cultures, et indéniablement, c'est une des parts qui peut expliquer pourquoi cette volonté d'absolutisme et cette lutte contre la réduction des risques, qui est pourtant la méthode la plus efficace aujourd'hui. Yeah, I mean, I think there are other reasons. I think the reasons for hostility to vaping in the public health community are maybe threefold. The first is that it's countercultural. So vaping is about informed consumers interacting with innovative private sector companies in a lightly regulated market. Now, the Tobacco Control Playbook is all about punitive, coercive, and stigmatizing measures imposed by the state to get people to change their behavior. And that is a very, very different toolkit to the tobacco harm reduction approach. Secondly, I think, is the institutional basis. We created a massive machine for fighting tobacco smoking and the tobacco industry of, non-governmental organizations, medical societies, healthcare organizations. Now, that doesn't just suddenly switch off and stop doing what it's doing. What it's done is tilted its turrets, swiveled its gun turrets onto the new thing, vaping, and started blasting away in the same old way. And then thirdly, I think the tobacco industry. There are people who, for understandable reasons, have a visceral hatred of the tobacco industry, and they would much rather hurt the tobacco industry than protect health. I hate to say that. Those things probably were one and the same in the past, but they're not one and the same now. That explains, I think, some of the opposition to tobacco harm reduction. L'industrie du tabac. Difficile de ne pas parler de l'éléphant dans la pièce. Big Tobacco, le grand méchant loup de l'histoire, semble avoir compris les enjeux commerciaux que représente le sans-combustion. Les principaux acteurs du secteur se sont déjà positionnés sur le marché du sachet de nicotine et de la cigarette électronique. Un pari pour l'avenir qui, en plus d'être lucratif, lave plus blanc que blanc l'image de marque de ceux qu'on a toujours appelés les marchands de mort. De leur côté, les buralistes eux aussi ont entamé une transformation et s'ouvrent de plus en plus aux nouveaux produits sans combustion. Alors faut-il saluer ce changement de cap ? Ou au contraire, condamner ce qui, venant de l'industrie du tabac, pourrait ressembler au paroxysme de l'hypocrisie ? Well, people have unbelievably infantile views about this. And of course, the tobacco industry spent 40, 50 years earning a truly terrible reputation. So nobody likes to be associated with them, in the same room as them. But what you have to do is put the people first. It's good if tobacco companies stop being the merchants of death and start being more responsible nicotine providers for people who want to use nicotine. And it's good from a public health point of view if people who use nicotine are using products that are nothing like as harmful as cigarettes. So what if the art of policy making here is to align the interests of the tobacco industry with public health by changing the incentives to encourage people to switch from high-risk smoking products to low-risk smokeless products. Then it's a win-win. On est là pour nous vendre du tabac sous le monopole de l'État français, mais on vend et on délivre de la nicotine, à vrai dire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui doit nous guider demain vers une évolution, une prévalence aussi tabagique peut-être accompagnée dans ce pays. Ça veut dire quoi ? Réduire les risques. And when you think about it, the idea of trying to reduce harm is pretty sensible. What's the opposite? That you don't try and reduce harm. La réduction des risques, c'est un outil très utilisé dans le domaine de l'addiction, et notamment de la toxicomanie aux drogues illicites. Bon, on a été quand même nombreux, tu vois, à essayer de développer la médecine des addictions, et c'est l'occasion de rappeler qu'on a dû le développer en France avec l'arrivée du sida. En fait, c'est à cette époque qu'on parlait de réduction des risques, donc c'est les premiers pas des associations de réduction des risques, les éducateurs de rue, ceux qui s'occupaient des toxicomanes à l'époque, c'était des psychiatres. Et donc c'était l'abstinence, on les envoyait à la campagne, faire du fromage, du macramé, pour les isoler de tout. Quand à travers le sida, on va découvrir que sur les drogues, t'as beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est pas si loin que nous,
la Suisse, qui font très différemment de nous. Que cette approche de l'abstinence, du sevrage, bref, cette tyrannie de l'idéal, d'autres pays, ils succombent pas, c'est-à-dire ils disent, bon voilà, l'idéal c'est ça, en gros, si vous voulez pas attraper le sida, vous droguez pas, mais si vous droguez, vous shootez pas, mais si vous shootez, ne partagez pas votre seringue, et enfin, si vous partagez votre seringue, nettoyez tout à l'eau de Javel. Une méthode qui ne vise pas l'abstinence, c'est une méthode qui n'est pas moraliste ou moralisante, c'est une méthode qui est simplement pragmatique et qui préfère diminuer un risque plutôt que de le maintenir. I think there's a demand for nicotine just as there is a demand for alcohol, caffeine, cannabis and other substances. So it shouldn't be a surprise that people try to reduce harm associated with the most harmful behavior. Okay, and that's where you get tobacco harm reduction from. Then the challenge is to get the way that they use it down to be acceptable levels of risk, consistent with the normal tolerance that we have for risk in society in general, which is not zero risk. 99% des Français, en pratique, savent pas ce qu'est la réduction des risques, tu vois. Éventuellement, quand tu leur dis boire ou conduire, vous voyez, on est dans la réduction des risques. On n'a pas supprimé les voitures à l'époque où il y avait 18 000 morts par an et 100 000 blessés graves. We don't stop people horse riding or rock climbing or playing contact sports or drinking alcohol or driving. We let people do these things because we don't have zero risk tolerance. What we try to do with all of those things is manage the risks down to an acceptable level so that people feel comfortable doing it. With smoking, they're at an unacceptable level. With vaping or the other smoke-free levels, they're much closer to being an acceptable level for, substance use or consumption behaviors. Très souvent, dans ces questions médico-sociales, la difficulté n'est pas de trancher entre le noir et le blanc. N'importe quel imbécile, entre guillemets, peut le faire. C'est de trancher entre le gris et le gris, quoi. Il est toujours préférable de ne pas fumer que de fumer. Il est meilleur de vapoter que de continuer à fumer. Donc, il vaut mieux promouvoir le vapotage que l'abstinence, car l'abstinence est très difficile à obtenir et le vapotage est plus facile à obtenir. Il est plus efficace. Donc, dans toute méthode de prévention, vous allez vous apercevoir que la réduction des risques est souvent la méthode de choix. Si dans les usagers de la vape, il y avait la même force qu'il y a eu associative, tu vois, dans les années SIDA, ça changerait beaucoup de choses, quoi. C'est un véritable changement que semble annoncer le rapport de la mission interministérielle de lutte contre la drogue. Désormais, si ce rapport est suivi par le gouvernement, la lutte contre la toxicomanie ne serait plus réservée au cannabis, à l'héroïne ou à la cocaïne, mais elle engloberait alcool, tabac et médicaments. Les années SIDA, entre autres, ont mis un coup d'accélérateur à la médecine des addictions. Grâce au travail acharné de quelques précurseurs, la réduction des risques s'est développée et fait partie aujourd'hui des outils indispensables à la lutte contre de nombreux comportements à risque et dépendance. Mais réduire les risques encourus par les fumeurs, ce n'est pas éradiquer le tabagisme. 5% de fumeurs en Suède, ce n'est pas 0% de fumeurs. Alors a-t-on une chance d'y arriver un jour ? Une société sans drogue, sans addiction, sans fumeurs, est-elle possible ? Ah non, non, c'est pas possible. En tout cas pas dans ce siècle ni le suivant. Well, it's the same kind of utopian thinking that you get in drug policy. People are saying, well, we should have a drug-free society, no one should use cannabis or everything. That just, unfortunately, has never happened anywhere in the world and never will happen. Une société sans drogue, ça n'existe pas. Et tu peux regarder tous les travaux socio-anthropologiques, étudier même les Esquimaux, ils vont aller se défoncer avec l'huile de foie de phoque, tu vois, si nécessaire. It's an aspirational statement. It's a rhetorical statement about how people would like the world to be, not how the world is or why people use substances. Many of the people who say these things will be quite happily having a glass of wine with their dinner or having a shot of caffeine in their morning coffee. Une société sans drogue, ça n'existe pas parce qu'on a notre circuit de la récompense, qu'on est des hédonistes peu survivants, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de plaisir à manger, faisaient pas des larves, si j'ose dire, ceux, tu vois, dans lointain ancêtre cellulaire, quoi.
ils se reproduisaient pas. Pour faire la pérennité de l'espèce, faut se nourrir, tu vois. Donc ceux qui n'ont pas de plaisir à manger... Tous les moments de plaisir dans la vie sont associés au tabac. Donc on fume quand on a bien mangé, quand on a bien travaillé, pendant la pause, pendant les fêtes. Donc tu touches aux fondamentaux parce que tu touches au cerveau et parce que le cerveau est le principal producteur de drogue au monde. Le plaisir est fondamental parce qu'on s'est sélectionné comme ça. Et nos actes fondamentaux sont mis en danger par les addictions. Le tabac est associé au plaisir et quand on dit faut arrêter le tabac, le cerveau entend faut arrêter le plaisir. Et donc dès qu'on est sur cette démarche-là, c'est très très difficile de lutter contre. Une addiction, c'est quand vouloir n'est plus pouvoir. C'est aussi quand savoir n'aide pas plus à pouvoir modifier son comportement. Everybody knows how dangerous it is. You'd have to have lived on a different planet not to know that smoking was dangerous. Savoir que c'est mauvais pour nous ne va pas suffire parce que notre cerveau privilégie toujours un petit soulagement immédiat à grand risque futur. So it's clear that people aren't just giving up smoking and there's a massive ongoing public health problem that kills around 700,000 people a year in the European Union. Une addiction, c'est une maladie fonctionnelle cérébrale dont le diagnostic, s'il est porté tôt et dont le traitement, s'il peut être fait précocement, permettra sa réversibilité. Mais il faut pour ça abandonner la honte, la culpabilité et très souvent sa propre solitude. Le tabagisme en Europe est le problème de santé publique le plus grave de notre époque moderne. Bien au-delà des guerres, des attaques de requins ou de l'épidémie de Covid-19. Aucun vaccin ne vous empêchera d'attraper le tabagisme et d'en mourir. Fumer tue, c'est marqué en toutes lettres sur l'emballage d'un produit en vente libre. Alors à l'heure du bilan, on est en droit de se demander, pour éradiquer le fléau du tabagisme, contre qui doit-on se battre ? Doit-on se battre contre le fumeur, qui achète un produit nocif en toute connaissance de cause, mais à qui le cerveau hédoniste dit « tais-toi et fume » ? Doit-on se battre contre les institutions, les politiques, incapables de légiférer efficacement, car schizophrènes de devoir choisir entre les taxes collectées et la santé publique ? Doit-on se soulever contre une titanesque machination, orchestrée par l'industrie du tabac et l'industrie pharmaceutique ? Se battre contre le tabagisme, c'est se battre contre la nature humaine, et soyons clairs, c'est affronter des enjeux politiques et financiers tellement colossaux que la bataille est perdue d'avance. 220 morts par jour, rien qu'en France, et cela ne fait pas la une des journaux. Tout juste quelques articles une fois par an pendant le fameux mois sans tabac instauré par Marisol Touraine. Et les organismes de santé publique ont bonne conscience. Alors ok, le temps de cerveau disponible est limité et le cancer ne passionne pas les foules. Mais ce qui est inadmissible, c'est de voir menacer la liberté de se soigner d'une addiction à un produit qui tue un utilisateur sur 2 quand des solutions de sevrage efficaces existent. Quand par ignorance, mauvaise foi ou pure incompétence, des décisions sont prises qui nuisent clairement à l'exercice des praticiens et aux chances de succès des patients. La véritable bataille à mener est de se défendre contre un ennemi intime, contre un système pensé pour nous protéger, mais qui nous fait du mal. Cela commence déjà par tordre le cou aux idées reçues. Les gommes et les patchs vendus en pharmacie devraient à eux seuls réhabiliter la nicotine, cette molécule jugée à tort comme étant cancérigène. C'est d'elle dont les fumeurs sont dépendants, c'est encore d'elle dont ont besoin ceux qui veulent arrêter la cigarette à combustion. S'ils sont en manque de nicotine, les usagers vont la chercher là où elle se trouve, y compris sur le marché noir, quand des produits sont prohibés ou trop sévèrement taxés. Il en va de même pour le snus, les pouches, ces sachets de nicotine qui, comme les gommes, comme les patchs, comme la vape, n'ont jamais tué personne. Alors non, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut se convaincre que la vraie bataille à mener est idéologique. C'est d'éduquer, d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas et qui pourtant décident en assemblée de l'avenir de notre santé. À ceux qui pensent que la réduction des risques n'est qu'une option, ceux qui confondent vapeur et fumée. Nous sommes en 2025 et notre Europe a mal aux poumons. À l'aube de nouvelles mesures qui menacent les produits nicotinés, particulièrement la vape, les défenseurs de la lutte contre le tabagisme, les utilisateurs convaincus et le corps médical doivent se retrousser les manches. Parce que sans eux pour lui barrer la route, la tueuse, cette bonne vieille clope, a encore de beaux jours devant elle.